L'émission Philosophie de Blandine Kriégel est consacrée aujourd'hui à James Harrington et la philosophie politique anglaise avec pour invité Madame Myriam Isabelle Ducrot, professeure à l'Université de Paris X, avec le docteur Marielle David, pédopsychiatre et psychanalyste, le doyen François Guéry, philosophe, l'historien Alexandre Adler, géopolitologue et le journaliste Alexis Lacroix, directeur de Actualité juive. Et à la régie, notre ami Benjamin. Et en effet, retour en Europe. Aujourd'hui, nous nous intéressons à James Harrington, 1611-1677, une des gloires de la pensée politique anglaise au XVIIe siècle, célébrée d'ailleurs comme telle par les historiens anglais depuis longtemps, n'est-ce pas, disait Pocock et Skinner, mais retrouvée, on peut dire, par la jeune génération de chercheurs. Et nous avons la joie aujourd'hui de recevoir Myriam Isabelle Ducrot, professeure de civilisation anglaise à l'université de Paris X Nanterre, qui va nous aider à décrypter le texte de James Harrington que nous allons lire. Un philosophe, vous allez voir, extrêmement intéressant et complexe, salué d'ailleurs en son temps, nous l'apprendrons, par Montesquieu et par Rousseau. On vous écoute, cher Alexis. Janotti, écrivain de la République de Venise, divise toute la série des gouvernements en deux époques. L'un finissant avec la liberté de Rome, qui résume la trajectoire ou l'Empire, comme je puis l'appeler, de la prudence antique, d'abord découvert à l'humanité par Dieu lui-même dans la création de la République d'Israël, et suivi unanimement par les Grecs et les Romains. L'autre, commençant avec les armes de César, qui, éteignant la liberté, fut la transition de la prudence ancienne à la prudence moderne. Rapporté à ces deux époques, le gouvernement, pour le définir de jure selon la prudence ancienne, est l'art par lequel une société civile d'hommes est instituée et conservée sur la base du droit ou de l'intérêt commun. Ou, pour suivre Aristote et Tite-Live, c'est l'empire des lois et non des hommes. Et le gouvernement, pour le définir de facto, ou selon la prudence moderne, est l'art par lequel un homme ou quelques hommes soumettent une ville ou une nation et la gouvernent selon son ou leur intérêt privé. Ce qui, parce que les lois dans de tels cas sont faites selon l'intérêt, peut être dit l'empire des hommes et non des lois. Les principes du gouvernement sont doubles, intérieurs ou bien de l'esprit, et extérieurs ou bien de la fortune. Les biens de l'esprit sont des vertus naturelles, la sagesse, la prudence, le courage. Les biens de la fortune sont les richesses. Aux biens de l'esprit répond l'autorité. Aux biens de la fortune, le pouvoir ou l'empire. Mais vu que ceux qui font les lois dans les républiques ne sont que des hommes, la question principale semble être comment une république en vient-elle à être un empire de loi et non d'hommes. L'homme doit alors reconnaître aussi son intérêt commun comme un droit commun. Maintenant, calculez bien. Si l'intérêt du gouvernement populaire se rapproche le plus de l'intérêt de l'humanité, alors la raison du gouvernement populaire doit se rapprocher le plus de la juste raison. Océana, partie 1. Merci beaucoup, Alexis. Alors évidemment, ce texte est complexe, n'est-ce pas? Et au fond, ça va pas, il ne va pas de soi. C'est pour ça que nous comptons beaucoup sur vous, Myriam Isabelle Ducrot, parce que, en fait, vous venez de publier un livre très remarquable, La République de Harrington, de la France des Lumières et de la Révolution. Je voudrais le montrer donc à ceux qui auront la chance de voir l'émission en vidéo. Et je dois dire que, en fait, cette publication que vous avez faite, qui vient à la suite d'un ensemble de colloques universitaires importants en France, à Bordeaux, à Paris, auxquels vous avez participé. D'ailleurs, vous-même, vous avez animé de grands colloques. Eh bien, c'est comme une sorte de renouveau de l'entente cordiale, parce que vous avez animé une journée consacrée justement à Harrington avec votre collègue Rachel Hammersley. Et bref, ça traduit, après une certaine traversée du silence, n'est-ce pas, un retour, un intérêt qui existe dans toute l'Europe. Alors, très rapidement, eh bien, quelques mots sur Harrington, n'est-ce pas? Harrington, vous nous expliquez que c'était un aristocrate anglais qui a fait le grand tour en Europe, qui est allé en Hollande, qui est allé... et là, d'ailleurs, sa famille était apparentée par sa mère, si je l'ai lu quelque part, à la famille Sidney, d'Algernon Sidney, et surtout
en Hollande, eh bien, il est devenu, si j'en crois ce que j'ai lu, l'agent de l'électeur palatin Frédéric de Bohême et de sa femme, la reine Elisabeth, qui était la fille de Jacques Stoire. Et bientôt, évidemment, peut-être c'est ça qui l'a rapproché à un moment donné, puisqu'il est devenu ami avec Charles Ier. Néanmoins, cet homme de l'Angleterre des révolutions n'a pas pris parti pour la révolution cromwellienne, et son livre Océana, vous allez nous l'expliquer, et propose quelque chose d'autre, n'est-ce pas, que la République cromwellienne. Alors, quelques mots, et j'espère que vous allez au fond, nous éclairer sur ce texte, n'est-ce pas? Au fond, que dit-il? Eh bien, il me semble qu'il y a trois choses, au fond, tout à fait importantes dans ce texte. On peut d'ailleurs considérer que l'ouvrage de Océana, c'est une sorte de transition du droit politique classique vers quelque chose qui va se développer dans les Lumières, c'est ce que vous montrez dans votre livre. Mais il nous dit d'abord, au fond, il nous dit plusieurs choses. Des choses sur l'histoire politique de l'Angleterre, sur la nature du gouvernement, et je relève qu'en histoire, qu'il a existé deux époques séparées, celle de la prudence antique, qui commence, dit-il, avec la République Israël. Il explique que, quelque part, que toutes les autres républiques sont des copies de cette première République, qu'ensuite, elle a au fond abouti à ce qu'il appelle l'histoire de la liberté, que les républiques, cette république, ces républiques antiques, cette histoire de la liberté s'est achevée avec, celle-là était liée à la prudence antique, mais qu'elle s'est achevée avec ce qu'il appelle la prudence moderne. Et alors là, un choc, ça commence, nous dit-il, avec au fond l'empire des Césars, et donc une reconstitution de l'histoire de l'opposition entre l'Antiquité et la modernité. Donc, nous nous interrogerons sur ce point. La prudence moderne, dit-il, c'est l'empire des hommes, mais ça, c'est à partir de là une série de décalages qui, au fond, qui nous ont interpellés, que vous allez nous expliquer. Harrington, au lieu d'opposer, n'est-ce pas, l'empire des lois, la période de la liberté, à l'empire, si vous voulez, des hommes, eh bien, va les associer. C'est-à-dire qu'il fait une place à côté de l'intérêt général à l'intérêt privé, et il oppose, n'est-ce pas, ce qu'il appelle les biens de l'esprit qui conduisent à la vertu, au pouvoir, à l'organisation de la liberté antique. Eh bien, il associe plus exactement aux biens de la fortune, c'est-à-dire la production des richesses, avec une place pour l'économie et la richesse. Alors, dernier décalage, eh bien, c'est que, en fait, il va proposer une réforme constitutionnelle qui fait une place à la République démocratique. Alors voilà les questions que je voudrais vous poser, chère Myriam Isabelle, et qui, au fond, nous intriguent une fois que nous avons entendu la lecture de ce texte. Premièrement, au fond, qu'est-ce que c'est que cette conception de l'histoire d'Harrington? Est-ce que la féodalité n'est pas le début de la liberté? C'est ce que nous dit Montesquieu, c'est ce que disait tout le courant germaniste au XIXe siècle, n'est-ce pas, que tout le monde connaît ce mot, la liberté, ce beau système a été trouvé dans les bois. Il nous dit quelque chose d'autre, il nous dit que la féodalité, c'était un temps d'oppression, et qu'il faut en sortir, et que d'ailleurs on en était déjà sorti en Angleterre grâce aux freeholders, c'est-à-dire les paysans, n'est-ce pas, qui avaient leur tenure libre et qui sont appuyés sur les Tudors. Bref, je voudrais que vous nous expliquiez ça. Deuxièmement, ma deuxième question, elle sera sur son projet constitutionnel, une république égale avec l'égalité, un equal Commonwealth. Et j'en ai une troisième, mais pour l'instant, je vous demande d'abord de répondre à ces deux premières, et je laisserai mes amis vous poser à leur tour leurs questions. Merci, chère Blandine, pour cette présentation. Donc effectivement, la première originalité d'Harrington, c'est la manière dont il ancre sa pensée politique dans une fresque historique de vaste ampleur et qui va à l'encontre des interprétations dominantes à l'époque, habituelles. Donc c'est ce qu'il expose dans ses discours préliminaires à Océana.
C'est le passage que vous avez lu. Donc, comme vous l'avez déjà suggéré, qu'a lu Alexis Lacroix, le qualificatif de moderne, pour lui, on l'a bien compris, n'a rien de positif, bien au contraire. Hein, et en cela, il se situe dans la droite ligne des humanistes civiques, dont des historiens de Venise, de Florence, Gianotti, Contarini, Machiavel. Machiavel, qu'il cite à plusieurs reprises. Voilà, qu'il cite nommément, ce qui est une grande originalité, hein, pour le louer de façon critique, même s'il y a eu une réception très importante de Machiavel en Angleterre par ailleurs. Et donc c'est un mode de gouvernement, cet empire des hommes, c'est un mode de gouvernement qu'il rejette, donc c'est ce qu'il appelle le gouvernement gothique, qu'il rejette dans les ténèbres de la politique pour lui. Oui. Alors la manière dont je comprends cet empire des hommes et la raison pour laquelle il rejette ce gouvernement féodal, c'est parce que en effet, c'est un système qui repose sur les intérêts privés, mais surtout qui est caractérisé par la concentration des terres entre les mains de quelques-uns. Oui, un tout petit nombre. Et qui favorise le pouvoir arbitraire. Et là, en cela, il partage les préoccupations des hommes des Anglais du XVIIe siècle, qui s'érigent contre l'idée d'un pouvoir arbitraire détenu par un seul ou une seule assemblée. Donc c'est véritablement ce qu'il lit dans l'histoire, dans cette histoire, enfin c'est la lecture qu'il fait de l'histoire, et donc par opposition à des nombre d'opposants à l'absolutisme royal qui se tournaient vers la période féodale parce qu'ils s'intéressaient à la naissance du common law et à la naissance du Parlement à partir du XIIIe siècle, ou même ceux qui revenaient de face à la période saxonne parce qu'ils y voyaient les ferments du parlementarisme. Voilà, donc ça c'est sur l'interprétation historique. Pourtant, attends, si vous me permettez, dans l'intérêt qu'il porte à la propriété et aux richesses, puisque comme Machiavel, il dit qu'au fond les hommes n'ont pas simplement une raison, ils ont aussi des passions et un intérêt privé qui a une légitimité. Il y a quelque chose, il y a un deuxième décalage, parce qu'il n'est pas si opposé que ça, il n'est pas opposé à la propriété, au contraire. Non. Alors, au contraire, et si vous voulez, la propriété répartie également. Alors, je voudrais que vous nous disiez quelques mots sur cette orientation vers la propriété. C'est pas du tout celle qu'on a eue sur le continent, n'est-ce pas? Puisque sur le continent, si on regarde le discours sur l'origine de la propriété de Jean-Jacques Rousseau, il dit au fond la propriété, il faudrait s'en séparer. Il faudrait plus tard faire la révolution. Si on regarde l'orientation des critiques de la propriété au XIXe siècle, dans le courant socialiste, c'est pas du tout ça. Alors en effet, donc pour lui la propriété est absolument centrale, mais c'est une propriété. Alors c'est c'est la manière dont il préfigure en quelque sorte la pensée de Locke. C'est une propriété qui est fondée sur le travail. Et effectivement, il considère qu'en Angleterre, à la fin de la période féodale et à la Renaissance, se sont opérées des transformations, des mutations dans les régimes de propriété. Et que les communes et les paysans ont gagné. Voilà, que la propriété, c'est répandu au-delà de l'aristocratie et vous parliez des frontenanciers, effectivement, ouais. Il donne les frontenanciers sont finalement les citoyens de type de cette république idéale. Ce sont des petits propriétaires qui ont gagné un droit à la propriété par leur travail et qui sont prêts à porter les armes pour défendre leur lopin de terre. Alors la République égalitaire, au fond, son orientation néanmoins vers un projet constitutionnel, parce qu'il c'est un peu une utopie, pas totalement, hein, qui va devenir effective comme vous. Mais ce projet constitutionnel, comment vous le présenteriez en deux temps, trois mouvements? Alors, lui-même donc évoque une république égale, je traduis de façon un peu littérale, oui. Hein, oui. Equal Commonwealth, non pas au sens où il s'agit il n'y a pas une égale, alors on l'a compris, il n'y a pas du tout d'abolition de la propriété privée, il n'y a pas non plus une répartition égale entre tout le monde et chacun, mais il doit y avoir une loi
qui régule, qui empêche une certaine accumulation des richesses aux mains de quelques-uns et que finalement l'aristocratie héréditaire prenne le pas sur le reste. Donc il doit y avoir une égalité entre une classe moyenne, en fait, oui, voilà. et les grands propriétaires. Et sur le plan politique, alors sur le plan politique, il pense que l'égalité est aussi assurée par un certain nombre de dispositifs qu'il imagine et un mode de scrutin. Et il insiste beaucoup sur la rotation des charges électorales, sur les élections annuelles. Donc là, il reprend ça aux plus radicaux. Il doit y avoir renouvellement. Et à Venise, et au modèle de Venise aussi. Et au modèle de Venise, tout à fait. Et il estime que aucun homme politique, parce qu'évidemment il s'agit d'hommes, ne doit être reconduit immédiatement dans ses fonctions. Donc il doit toujours y avoir un intervalle, une rotation. Il y a une distribution des pouvoirs. Vous avez montré aussi que là, il influencera plus qu'il ne l'avoue Montesquieu, mais c'est pas tout à fait le même système que Montesquieu. Et évidemment, l'une de ses innovations fondamentales, c'est sa conception de 2 chambres élues. Donc il remplace en réalité la chambre héréditaire des lords qui avait de toute façon disparu en 1649, par un Sénat élu. Sa marque de fabrique est quelque chose qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, et l'idée d'une spécialisation des fonctions législatives. Donc l'Assemblée de grands propriétaires proposant les lois, l'Assemblée populaire les votant. Et il y a aussi l'exécution des lois. Donc il y a en 3 mouvements, mais alors effectivement, il y a un partage de la fonction législative. Le dernier mot revient quand même au peuple dans son système. Oui, absolument. Bon, Alexandre, qu'est-ce que vous nous diriez sur tout ça? Eh bien, évidemment, c'est extrêmement trompeur, parce que les Anglais aiment bien faire simple. Attends, il faut lui mettre Les Anglais aiment bien faire simple, ils n'aiment pas la rhétorique creuse et empoulée, et ils émaillent leur découverte de petites plaisanteries. Alors, on les comprend ou on les comprend pas. Et Harrington est absolument de ce genre. Oui. C'est-à-dire qu'il est absolument pince sans rire. Il a des idées effectivement très originales. Il ne les abat pas les unes après les autres, mais dans une espèce de prudence de chat presque. Et ce côté, voilà, le Cheshire Cat, qui est le chat qui s'en va tout seul, on est dans Lewis Carroll, nous fait en fait une apologie d'une voix moyenne que jamais il ne définira, bien entendu. C'est à nous de trouver et d'être un peu plus malin que lui. Et qu'en fait, cette voix moyenne, quelle est-elle? Elle est effectivement d'être à la fois un républicain modéré et non cromwellien, mais un républicain qui pense que ce qui s'est passé à ce moment-là, la révolution de Cromwell, est une révolution profondément légitime si on émonde les violences inutiles, l'intolérance, les massacres d'Irlandais, celui de Drogheda notamment, qui ont endeuillé définitivement dans l'histoire anglaise l'épisode cromwellien, mais que derrière cela, il y a quand même l'idée d'une séparation radicale, d'une barrière du pouvoir, qui d'ailleurs ne trouvera vraiment, comme dans tout le parti Whig radical, à s'exprimer véritablement qu'aux États-Unis, c'est-à-dire avec une séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif, qui n'a jamais été pleinement en action à l'intérieur de l'Angleterre. Donc voilà ce qui est le véritable étonnement de Harrington. Deuxièmement, Harrington, c'est ce qu'il ne se borne pas à cela. Il serait plutôt Tory, c'est-à-dire un défenseur des élites et un défenseur de la propriété, si par ailleurs il ne pense pas que la voie moyenne suppose une véritable stratégie sociale, alors là pour le coup, de transformation d'une véritable petite bourgeoisie propriétaire. Et bien entendu, il va la trouver, cette petite bourgeoisie propriétaire, où est-ce qu'elle va se développer? Mais là, j'anticipe, c'est en Inde. Enfin, tous ces cadets de famille qui arrivent sans fortune et qui s'en font une en Inde, mais dans les fièvres. Chut inattendu. Et à Shimla. François, qu'est-ce que vous posez? C'est là que la bourgeoisie anglaise s'est faite, en Inde.
On pensait qu'elle se ferait en Amérique. Ben non, elle s'est faite en Inde. Bon, François, qu'est-ce que vous pensez de cette historique je ne connaissais pas. Et de cette réforme constitutionnelle, moi, ça m'électrise beaucoup. J'aurais envie de creuser davantage. Alors, il y a des accents. Moi, je dis à quoi ça me fait penser. Pascal, celui, par exemple, qui écrit les 3 discours sur la condition des grands, qui consiste quand même à rabaisser c'est ceux vrai, qui c'est vrai. ne se sentent plus. Il y a Thomas More, avec une protestation extrêmement vigoureuse contre le vol du travail des paysans par le système des enclosures, etc. Même Erasme qu'on a regardé récemment. Et puis, alors, je pense aussi un peu au manifeste du Parti communiste de Karl Marx. Alors là, à cause, par exemple, de la rotation, enfin, les fonctionnaires sont, au fond, pratiquement révocables à tout moment, même si c'est annuel. Enfin, on les révoque, quoi. On ne veut pas qu'ils s'installent. Alors, donc, il y a une espèce de veine anti-corruption très soupçonneuse vis-à-vis des individus qui détiennent quelque chose et qui ne partagent pas, enfin, qui en détiennent trop, etc. Donc voilà pourquoi je trouve ça électrisant. Oui, mais alors, François, vous lisez ça, n'est-ce pas, à travers toute votre culture du 19e siècle et du mouvement socialiste, mais est-ce que c'est comme ça tout à fait qu'il faut le comprendre? Parce que quand même, sur la propriété, il n'a pas les positions de Marx. Alors, en revanche, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai bien compris. Moi, je retiens beaucoup ce que vous avez dit, au fond, parce que ce sont tous des auteurs ou jansénistes ou protestants, n'est-ce pas? Et ça, c'est le même milieu. Enfin, Thomas More est resté dans l'Église catholique, mais il y a quand même un état d'esprit anticlérical. Oui, voilà, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que vous nous dites de ça? Alors, je pense qu'il y a une filiation absolument évidente avec Thomas More, que j'ai essayé de montrer. Et non seulement Thomas More, mais en fait, même l'État à l'époque, c'est-à-dire, c'est un sujet que je commence à explorer de façon plus approfondie, mais au moment où Thomas More rédige l'Utopie, donc en 1516, il y a des lois Tudor qui contre les lois d'enclosures. Donc c'est très intéressant. Qui se font au détriment du peuple, qui entraînent une dépopulation, une paupérisation. Et donc il y a là, je trouve ça très intéressant parce que une sorte de genèse, une forme qu'on pourrait appeler de façon très anachronique d'état social jusqu'aux lois élisabéthaines de 1601, loi sur les pauvres, qui vise à combler en réalité la dissolution des monastères qui remplissaient des fonctions de charité. Écoutez, moi je trouve ça très, très intéressant que vous ayez mis ça en valeur les uns et les autres, parce qu'évidemment, il y a un rapport à la propriété qu'on va trouver chez Locke, relié au travail et relié à la démocratie, qui est pas du tout celui que nous avons eu ici en France. Mais rappelons aussi que pendant la Glorieuse Révolution, il y a la résistance absolue à Charles et aux Stuarts, ça a été ceux-ci voulaient instaurer une cour centralisée à la manière de Louis XIV. Et c'est cela que jamais Marlborough, qui a fait la guerre contre Louis XIV avec le succès qu'on sait, a voulu combattre, c'est-à-dire qu'en fait, l'aristocratie britannique est restée propriétaire de ses terres. Et elle n'est jamais allée à Londres, sauf pour la saison et pour quelques riches qui avaient quelques maisons à disposition. Mais sinon, l'aristocratie est restée sur sa terre et c'est comme cela qu'elle a fait la révolution agricole, parce que c'est une aristocratie propriétaire. Et ceux qui, en France, ont fait la révolution agricole après 1815 sont ceux qui ont vécu en Angleterre et ont vécu l'exemple anglais comme véritablement ce qui avait manqué à la cour de France. Un mot. Oui, parce que j'aimerais beaucoup... François, après Alexis. Reprendre l'expression d'Alexandre Adler de voix moyenne. Pour moi, ça résume vraiment très très bien. C'est-à-dire que c'est une république de propriétaires, mais les lois ne sont pas là pour protéger la propriété, comme chez Locke. Au contraire, elles sont là pour empêcher une forme d'accaparement. Et d'ailleurs, c'est la manière dont ça a été lu parfois au XVIIIe siècle. Alors justement, puisque vous parlez de cela, c'est-à-dire au fond de cette auto-limitation de ce qu'on appellerait aujourd'hui les super richesses, pour employer un mot d'aujourd'hui.
Myriam Isabelle, donc comment est-ce que, d'après vous, Harrington, c'est une question très simple, cher Blandine, comment est-ce que cette pensée de Harrington peut nous donner des instruments pour penser, voire pour combattre aujourd'hui un phénomène que nous observons, j'allais dire objectivement, dans toutes les grandes démocraties développées, aux États-Unis, en France, en Israël aussi, qui est une sorte de polarisation croissante entre une sorte de classe mondialisée, oligarchisée, en fait, et le reste de la population, un peuple qui se sent, à tort ou à raison, mais laissé pour compte de la globalisation. Alors, on vous écoute. Vaste question. Vaste question. Je pense que d'une certaine manière, il anticipe une forme d'impôt sur les grandes fortunes, en réalité, parce que, enfin, ce qu'il propose est une loi successorale, en vérité. Et il fait une interprétation un peu, là aussi, originale des lois agraires qui n'étaient pas le type de loi agraire Les lois agraires, au moment où il en parlait, visaient la communauté des biens. Pour lui, c'est absolument pas ça. C'est une loi, en fait, successorale qui fixe un seuil au-delà duquel on ne peut pas hériter. Mais si vous me permettez, par rapport au débat, à la discussion qui s'instaure entre vous et qui est extrêmement intéressant, je veux juste dire que moi, ce qui me frappe, c'est que la propriété est abordée d'une autre façon. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle soit accaparée par une oligarchie, mais en même temps, elle n'est pas... Comment le mal en soi. Elle n'est pas le mal. Absolument, oui, bien sûr. Pas le mal. Ça, tout à fait. C'est un républicain, en fait. Et elle n'est pas le mal parce qu'elle est aussi un des moteurs, cette loi agraire qu'il recommande, de la démocratie. Alors, moi, peut-être que je me trompe, mais j'ai lu des échos de ce texte dans un certain nombre de pensées de la Troisième République. Oui. C'est-à-dire ce socialisme solidariste qui ne fait pas de la propriété un mal absolu, mais qui pense en revanche qu'il faut réduire les écarts. D'ailleurs, c'était déjà chez Condorcet. Est-ce que je me trompe complètement ? Alors, ce sont des choses que j'explore actuellement, mais j'ai retrouvé des choses de ce type chez Jaurès. Et j'ai découvert récemment qu'il y avait alors Louis Raybaud. Vous voyez, je ne sais pas si on le voit très bien, mais enfin... Voilà, un peu obscur, mais enfin, qui a inventé le terme de socialiste. Oui. Ah oui. Voilà, et donc qui consacre en fait un très long appendice à Hobbes et Harrington sur une forme de pensée sociale. Marielle, attendez, Marielle. Il était protestant, il est évidemment protestant. Bien sûr, merci Alexandre. Marielle, alors, une écoute analytique, si vous voulez, par association libre, sur, au fond, cet enthousiasme qui a saisi un certain nombre et pas des moindres, n'est-ce pas, de jeunes chercheurs, pour Harrington. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Pendant ce texte, c'est « Mais vu que ceux qui font les lois dans les républiques ne sont que des hommes, la question principale semble être comment une république en vient-elle à être un empire de loi et non d'hommes ?» Oui. Autrement dit, la question qui se pose, c'est celle du symbolique, finalement. C'est-à-dire que, malgré tout, il n'est pas certain que les hommes soient naturellement bons, et donc il va falloir des lois pour organiser une société. Et finalement, la complication, c'est que plus un gouvernement sera populaire, et plus il doit se rapprocher de la juste raison. C'est-à-dire que c'est encore plus dur, d'une certaine manière. C'est tout à fait vrai. Alors, on n'a pas abordé ce point qu'on abordera la fois prochaine, mais je voudrais quand même souligner qu'en raison de son rapport à Machiavel, qui est quand même constant et important, pour lui, l'utilité, le fait de défendre ses intérêts privés, n'est pas le mal. Ce qui fait l'homme, c'est de chercher son utilité. Avant l'utilitarisme, n'est-ce pas, du XVIIIe siècle. Mais ce n'est pas le mal. C'est qu'il faut arriver à trouver un accord entre l'intérêt privé, le privé, et l'intérêt commun, l'intérêt général, qui évidemment doit l'emporter. Mais il faut arriver à les mettre ensemble. C'est ça que je trouve extrêmement intéressant. Pour lui, la loi doit obliger les hommes qui, naturellement, poursuivent leur intérêt privé à faire le bien commun. Il faut faire en sorte que l'intérêt privé se transforme en bien commun. Chère Myriam Isabelle Ducrot, et nous allons continuer, au fond, cette investigation la semaine prochaine sur l'importance de l'influence de la pensée anglaise dans les Lumières françaises.